on a une histoire très forte à Libération, c'est trouver les bons formats, la bonne manière de continuer à raconter des histoires, de se dire que l'information, c'est pas 5 lignes lues sur un portable, et que la vraie plus-value qu'on peut avoir, c'est de décrypter le monde, raconter le monde, et ce qu'on sait faire vraiment, c'est de prendre le temps de raconter des histoires sur des fois des temps assez longs, et que quand on le fait bien, on est sûr de rencontrer le lecteur. Enfin, à chaque fois qu'on a sorti des histoires très fortes, de raconter l'histoire de gens ou des scoops ou de l'enquête, choses comme ça, la notion d'enquête est vraiment le moment où on rencontre le lecteur, où il se passe quelque chose. Donc c'est cette voie-là qu'on voit pour Libération. Et c'est comment on transforme ce mot enquête dans la majorité de ce qu'on peut produire. Aujourd'hui, j'ai plus l'occasion de rencontrer d'éditeurs qui me disent que leur métier fondamental, c'est de vendre de la publicité. Ils ont bien compris depuis maintenant, et d'ailleurs c'est assez récent, c'est assez surprenant, mais c'est assez récent, depuis 2-3 ans, qu'effectivement, l'objectif fondamental, c'est de créer du lien avec du lecteur, et l'investissement se porte beaucoup plus sur le lecteur que sur l'annonceur. Faute de recettes publicitaires, il y a un retournement de tendance qu'on constate aussi au niveau international. Depuis 2015, pour la première fois, nous, les chiffres qu'on mesure au niveau international prouvent qu'il y a plus de recettes issues des lecteurs que des recettes issues de la publicité. Le lecteur n'a pas un comportement simple, il est paradoxal. Oui, il y a beaucoup d'appétence sur le numérique. Oui, les plateformes sociales sont fondamentales et tirent l'essentiel de l'audience sur Internet. Oui, on perd de la présence de la marque sur ces plateformes sociales qui, justement, veulent contrôler complètement tout l'écosystème et sur lequel on n'a pas beaucoup de place. Mais les lecteurs reviennent aussi vers des problématiques peut-être plus traditionnelles. Il y a un truc très amusant que j'ai constaté depuis maintenant 6 mois, et encore une fois, ce sont des tendances assez récentes, c'est qu'on constate un boom relatif des contenus numériques payants. Quand on lit le rapport du New York Times 2020, un des axes de développement repose sur la création de verticales. C'est ce que tu dis, c'est-à-dire créer une verticale d'information qui est dédiée à une communauté, qui peut être géographique ou une communauté d'intérêt. C'est ce qu'on imagine être des voies de développement, même pour un journal comme Libération. Voilà, sur la question du genre, par exemple, qui est un domaine très peu traité en France, on se dit que Libération aurait intérêt à aller créer une verticale. C'est un support de distribution de contenu autour d'un même thème. Alors ça peut être un site internet, ça peut être une application, ça peut être une newsletter. Enfin, la question du support de distribution dépend du contenu. Enfin, c'est pour ça qu'il faut toujours ramener au contenu et pas partir de où est-ce qu'on veut publier. Je dirais aujourd'hui, au niveau je ne parle qu'au niveau international, et je ne reflète que simplement l'opinion de mes éditeurs, qui sont excessivement inquiets par la domination des réseaux sociaux dans le modèle économique futur. Ils n'ont aucune capacité de captation de valeur dans ces modèles. Ils n'ont aucune relation avec leurs lecteurs. Vous avez des modèles comme Facebook, je suis désolé de le dire, qui sont encore dans l'extrême, encore plus dangereux, parce qu'on est vraiment dans un système fermé où il n'y a aucune place, aucune marge de manœuvre pour les partenaires comme les éditeurs de presse. Ça, c'est une inquiétude fondamentale. Et moi, je le sens beaucoup chez beaucoup d'éditeurs qui, aujourd'hui, sont pris un petit peu de panique parce qu'ils sont obligés de réduire les coûts pour survivre. Parce qu'ils ont un problème, non pas de résultats financiers, mais de cash. Ils n'ont plus de cash pour payer les salaires. Bonjour, Laurent Calixte, de la CGC Journaliste. Alors, c'est plutôt une question pour Vincent Perraigne. Est-ce que Facebook, les réseaux sociaux en général, vont devenir une sorte de Prestalis de la presse, mais un Prestalis qui capterait 99,9% des revenus de la presse qui transitent par ces réseaux? Il semblerait que ce soit le cas, effectivement. Nous, ce qu'on a décidé de faire pour répondre à la question de Laurent Calixte, c'est d'essayer de constituer en fait un groupe international représentatif d'experts à tous les niveaux de la chaîne de valeur et de la chaîne éditoriale, impliqués dans la relation avec les réseaux sociaux, parce que la problématique des plateformes est une problématique qui est, à mon avis, majeure sur les 10 prochaines années. Donc je vous encourage véritablement à creuser ce sujet. Il y a des opportunités fantastiques qui paraissent être des opportunités, mais il y a des risques majeurs qu'on ne mesure pas. Donc, pour essayer de mieux les mesurer, on crée un groupe international, un panel d'experts internationaux, qui n'a pas pour objectif de réfléchir à une problématique nationale, mais véritablement d'embrasser le problème au niveau international. Je pense que la presse ne considère pas suffisamment à sa juste valeur la puissance qu'elle représente, et pas simplement la puissance démocratique et politique du quatrième pouvoir, mais sa puissance économique. La presse quotidienne uniquement, c'est 170 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, uniquement sur des revenus traditionnels. Donc c'est considérable. Mais il y a une fragmentation énorme de ce secteur. Ce secteur n'est pas uni. Je pense que s'ils se réunissaient, ils auraient peut-être éventuellement plus de capacité de rééquilibrer un rapport de force.